Le saviez-vous, un voyage vers notre voisine, la planète rouge, dure entre 6 à 9 mois dans le vide spatial qui est exposé donc aux radiations, aux éruptions solaires mais aussi aux basses températures. Mis à part cet aspect, d'autres problèmes peuvent être rencontrés tant bien au niveau psychologique que physique que pose un tel trajet vers Mars. Alors, quelles sont les solutions à ces problèmes et quels sont les projets permettant ce voyage? Salut à toi jeune spationaute, aujourd'hui on s'intéresse au voyage spatial vers Mars. Donc si tu es prêt ou prête, eh bien on est parti. Tout d'abord, je pense qu'il est judicieux de vous rappeler comment se passe un voyage vers Mars et pourquoi c'est aussi long. En effet, la distance moyenne entre Mars et la Terre est d'environ 220 millions de kilomètres. Bon, cette distance change évidemment car les orbites ne sont pas totalement circulaires, ce qui a fait rapprocher les deux planètes cet été par exemple aux alentours des 60 millions de kilomètres. Ce qui est problématique avec Mars, c'est que la Terre et elle ne peuvent permettre un voyage que tous les 2 ans car il faut une position particulière des deux planètes pour économiser le plus de carburant possible. Il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo sur les 3 lancements de missions durant l'été 2020 en direction de la planète rouge. J'explique alors comment se passe le voyage pour les sondes et pour des prochaines missions habitées, le voyage sera similaire. Voici un petit extrait pour ceux qui ne l'ont pas vu. Cette configuration est optimale pour des lancements vers Mars et je vais vous expliquer pourquoi. Si on envoie une sonde vers la position actuelle de Mars, quand elle arrivera, la planète aura bougé de millions de kilomètres, car comme je vous l'ai dit, elle orbite autour de notre étoile. Ces 3 missions sont toutes les 3 parties en juillet 2020 et sont arrivées en février 2021, c'est-à-dire 7 mois après leur départ. Imaginez-vous rester 7 mois avec les mêmes personnes dans un vaisseau spatial. Nous l'avons vu avec le confinement au niveau mondial, au bout de 2 ou 3 mois, soit vous acceptez le confinement et vous faites avec, ou alors vous tombez dans une sorte de dépression sévère. Pour votre part, vous avez été dans quel cas? Ça m'intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Comme j'ai pu le dire dans l'épisode précédent sur la préparation au voyage martien, la NASA a recruté des personnes pour vivre volontairement ensemble durant un long séjour avec les conditions se rapprochant le plus de ce que vivront les astronautes sur Mars. Le confinement n'a certes pas été évident mais a permis de faire des études psychologiques pour un voyage vers Mars d'ici plusieurs années. L'autre question maintenant, c'est peut-on rester 7 mois en vol 0G, donc en apesanteur, on flotte dans le vaisseau spatial, et une fois arrivé sur Mars, est-ce qu'on va pouvoir se déplacer comme on veut? En effet, une fois que les premiers colons arriveront sur la planète rouge, est-ce qu'ils vont pouvoir s'habituer à l'apesanteur martienne? Mais nous verrons cela dans le prochain épisode, donc le mois prochain, sur la colonisation martienne. Des projets futuristes existent néanmoins pour éviter de subir l'apesanteur durant un aussi long séjour. Par exemple, comme on peut le voir avec le vaisseau Hermès dans Seul sur Mars, une partie rotative au niveau du vaisseau pourrait être la solution permettant de copier l'apesanteur de la Terre. Ce projet nécessiterait néanmoins un assemblage de plusieurs modules en orbite terrestre et ça ferait donc élever le prix du voyage martien. Bon, après entre nous, la NASA est prête à payer près de 146 millions de dollars pour un seul moteur RS-25, donc je pense que l'argent ne sera pas trop un problème pour l'agence spatiale américaine. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir mon Astro News de février. Mais tiens, parlons de la NASA qui prévoit d'envoyer ses premiers astronautes vers la planète rouge d'ici 2035. Bon, cette date est encore floue puisque, comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de soucis qu'on n'a pas encore réglés, comme le vent et les radiations. C'est surtout les radiations qui posent vraiment un gros problème du voyage spatial vers la planète rouge, vers Mars quoi. Surface martienne, la planète poussiéreuse comme on l'appelle dans le milieu bien sûr. Aussi appelée Red Planet, Mars, 4e planète du système solaire ou encore la planète poussiéreuse. Non, ça je crois pas qu'on dise ça. Mais attention, il n'y a pas que les agences spatiales telles que la NASA qui s'intéressent à Mars. Oh non. Il y a aussi des entreprises privées comme SpaceX qui risquent de se montrer très utiles dans la réalisation du rêve martien. L'entreprise privée d'Elon Musk qui a déjà aidé la NASA pour l'envoi de leurs astronautes l'année dernière grâce à leur capsule Crew Dragon se montre beaucoup plus optimiste que la NASA concernant la date du vol habité vers Mars. Mais on y reviendra un tout petit peu plus tard dans la vidéo. C'est pour le watch time. Débutons par les 2 scénarios possibles pour aller sur la planète rouge et revenir sur Terre. Bah ouais, on va pas laisser nos astronautes là-bas. Quoique, il y a une entreprise privée qui envisageait de laisser des astronautes sur Mars et d'y mourir, vraiment. Vous pouvez aller voir mes vidéos, vraiment vous pouvez aller la voir, faites-vous plaisir, vraiment. Le premier scénario, appelé scénario d'opposition, consiste à partir de la Terre et d'atteindre Mars en près de 6 mois, mais d'y séjourner durant seulement une trentaine de jours avant de repartir pour un voyage beaucoup plus long que l'aller, c'est-à-dire 10 mois en passant près du Soleil et donc être
être potentiellement plus exposé aux radiations qu'à l'aller. Le second scénario, du nom de scénario de conjonction, est largement préféré par les scientifiques et c'est celui qui est envisagé par la NASA. En effet, il consiste à partir de la Terre et atteindre Mars toujours en à peu près 6 mois, ça dépend de la distance des deux planètes, pour rester sur la surface martienne pour une durée d'environ 550 jours, ce qui correspond à un peu moins de 2 ans. Le trajet retour sera alors de même durée que le trajet aller, élevant le temps de la mission à un peu plus de 900 jours. L'avantage du scénario 1 est que si on a un quelconque problème sur Mars, eh bien on a au maximum 30 jours pour revenir sur Terre. C'est pour moi l'un des grands atouts de ce scénario, en espérant bien sûr qu'il ne soit pas utilisé pour ça. Par exemple, pour le film Seul sur Mars, je pense que c'est ce scénario qui a été utilisé pour le retour des astronautes. Bah ouais, parce qu'ils sont restés que 2-3 jours sur Mars, il y a eu une tempête de poussière, bam bam bam, ils ont dû retourner sur Terre, et donc je pense que c'est ce scénario qui a été utilisé. Mais c'est pas sûr, attention, hein, c'est pas sûr, attention. Dans les deux scénarios, ce qui ne change pas, c'est qu'il faudrait au moins 6 mois pour atteindre Mars. Ça ne change pas. À ce jour, le plus long séjour dans l'espace, c'était à bord de l'ISS en orbite basse, et c'est détenu par Scott Kelly et Mikhail Kornienko qui ont passé près de 340 jours en apesanteur, donc dans l'espace, en vol 0G, on flotte tranquille. Ils sont restés presque un an, mais pas un an, mais presque un an. 340 jours, 365, bon, on va pas chipoter, on va pas chipoter. D'autres témoignages durant l'émission Apollo, le programme lunaire de la Lune durant les années 60-70, ont raconté que des astronautes qui passaient derrière la Lune, quand on passe derrière la Lune, les contacts avec la Terre sont coupés, nous n'avons plus accès à Houston, et donc là, eh bien, il y avait une sorte de stress et de solitude intense qui était provoquée chez les astronautes. Ils étaient seuls, ils étaient là, ils disaient « Je suis seul, mais je suis dans l'espace les gars, wow, incroyable !» Mais donc on peut se demander comment un humain va réagir quand la Terre ne sera plus visible par le hublot. Ah bah oui, mais ça vous pouvez oublier, sur Mars il n'y a plus. Donc imaginez, vous vous endormez le soir, pépouze, un petit livre avant de s'endormir et tout, puis là vous vous réveillez le lendemain, bam, plus de terre, que du noir, vous avez juste le soleil. Moi je sais pas comment je réagirais, et donc vous, comment vous réagirez si vous voyez plus la Terre dans le hublot, imaginons. Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Mais on peut aussi se demander comment les 4 à 6 passagers du vaisseau spatial vont se comporter les uns avec les autres durant un aussi long séjour. Ces nombreuses questions, la NASA en a conscience et aurait peut-être trouvé la solution. Plonger l'équipage dans une sorte d'hibernation. C'est très abstrait, c'est qu'une hypothèse. Pour l'instant, on sait qu'on peut le faire, mais on ne l'a pas fait car on n'a pas vraiment la technologie, quoi. C'est pas vraiment au point. La mise au point n'est pas faite, c'est flou, quoi. La blague de photographe, quoi. Mais l'avantage, c'est que cela permettrait de réduire leur consommation d'énergie, de vivre, de nourriture et eau, mais aussi de leur faire passer le voyage plus vite. Imaginez, hop, vous vous endormez, vous vous réveillez, hop, vous êtes sur Mars. Moi, je dis pas non, les gars, vraiment. Et si on allait juste plus vite, ça éviterait tous les problèmes et en plus, ça exposerait moins les astronautes aux problèmes de radiation. Les deux méthodes de propulsion envisageables sont la propulsion à moteur ionique ou encore à moteur plasma. Le moteur ionique possède une vitesse d'éjection des ions très élevée, pouvant atteindre jusqu'à 50 km par seconde, ce qui fait un Paris-Marseille en à peu près 13 secondes. Cela a comme finalité un rendement 10 fois plus élevé que les moteurs chimiques, ce qui a comme avantage de faire diminuer la masse du vaisseau en réduisant la quantité d'ergol à emporter et donc pouvoir embarquer plus de charges utiles telles que des vivres par exemple. Le moteur ionique a la particularité de n'utiliser pas de carburant et fonctionne seulement grâce à du xénon et de l'électricité fournie par des panneaux solaires, mais un réacteur nucléaire est envisagé pour des voyages beaucoup plus lointains comme les lunes de Saturne par exemple. Le moteur plasma fonctionne différemment. En effet, du gaz neutre est injecté dans une première chambre où des ondes radio le transforment en plasma. À ce moment-là, le plasma est froid pour les scientifiques, même si sa température est estimée à 40 000 degrés, c'est-à-dire la température de la foudre. Par la suite, un champ magnétique puissant permet de diriger le plasma vers une seconde chambre où il est suffisamment excité pour atteindre une température de 3,5 millions de degrés, ce qui est nettement plus supérieur que des moteurs chimiques tels que le Raptor de SpaceX par exemple. Et enfin, le plasma est relâché et là la propulsion se produit. Aujourd'hui, le moteur plasma permet d'être plus efficace et de consommer moins qu'un moteur classique. Et quand ce type de moteur entrera en service, il permettra de rejoindre la planète rouge en seulement 39 jours. Parmi les projets, avec un moteur si puis-je dire classique, nous avons le Starship de la société d'Elon Musk, SpaceX. L'entreprise développe et teste en ce moment à Boca Chica au Texas les prototypes de ce futur lanceur super lourd avec un premier vol orbital prévu d'ici cette fin d'année 2021. L'avantage du Starship est que SpaceX a développé un nouveau moteur du nom de Raptor qui fonctionne au méthane et oxygène liquide. Nous savons que du méthane est présent sur Mars, permettant donc potentiellement de ravitailler le Starship une fois sur la surface martienne, mais encore faut-il qu'il y en ait suffisamment. Parce
que pour remplir le Starship, bah, il faut quand même pas mal de méthane. Et ça, c'est compliqué. De plus, la particularité du moteur Raptor est de rendre le Starship entièrement réutilisable du premier au second étage et donc de faire réduire les coûts de fabrication, mais aussi les coûts de lancement et donc de faire beaucoup plus de lancements. À ce jour, SpaceX envisage un vol habité en 2026 vers la planète rouge après un vol inhabité en 2024. De son côté, la NASA est beaucoup plus prévoyante en envisageant un vol habité vers notre voisine d'ici les années 2030. Ah, pas avant, en tout cas ça c'est sûr. Mais écoutez, c'est le côté optimiste d'Elon Musk qui veut réaliser le rêve de son entreprise le plus rapidement possible. Selon l'astronaute Jean-François Clairvoy, ce sera pas dans les décennies qui viennent comme le dit Elon Musk. De plus, sa vision du premier voyage martien prendrait la forme suivante. Se poser sur la surface, c'est très difficile. Mais aller en orbite autour de Mars et revenir, techniquement, c'est relativement facile. Donc peut-être que autour de l'année 2035, on connaîtra le premier vol habité d'hommes et de femmes vers Mars, mais ils resteront en orbite. Et depuis l'orbite de Mars, ils pourront télécommander de façon très efficace, beaucoup plus efficace que depuis la Terre, des robots à la surface. Et c'est pour ça d'ailleurs que des astronautes dans la Station spatiale internationale aujourd'hui télécommandent des robots à la surface de la Terre pour se préparer à ce genre de mission. Mais bon, pour le moment, nous sommes encore qu'au stade de prototype qui explose, mais on sent que la cadence est quand même assez élevée sur le site de Boca Chica, donc il y a un espoir pour que l'entrepreneur tienne cette date. Encore faut-il que le vol orbital se passe sans problème, et ça, ce n'est pas encore donné. Elon Musk nous a confirmé sur Twitter que SpaceX sera capable de construire une centaine de Starship par an. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, une fenêtre de tir vers la planète rouge s'ouvre tous les 2 ans. Mais cette fenêtre de tir, elle s'ouvre seulement durant quelques semaines. Imaginez-vous bien, jusque l'année dernière, en 2020, SpaceX a lancé une vingtaine de Falcon 9. Donc imaginez juste 200 Starship envoyés. Je sais pas comment ils vont faire avec la météo, les reports, je sais pas. Mais si Elon veut construire autant de Starship par an, c'est pour une seule raison, la colonisation martienne. Et donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater l'épisode le mois prochain sur la colonisation martienne. En plus, on rush les 1K, donc 1000 abonnés. Si le bouton rouge est toujours rouge, rend le gris. La pire phrase, la pire phrase, je m'en vais. Bon, si vous voulez pas attendre un mois, j'ai déjà réalisé un podcast sur la colonisation martienne avec Osmos Cosmo, donc je vous mets le lien dans la description pour ceux et celles qui seraient intéressés. Et pour nous, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous voulez un petit peu plus approfondir le sujet du voyage martien, puisque j'ai passé pas mal de détails, j'ai essayé de vulgariser au maximum, je vous conseille la très bonne vidéo aussi d'Osmos Cosmo qui se trouve dans la description, donc n'hésitez pas à aller la voir pour en savoir plus. Aujourd'hui, le voyage vers Mars est encore abstrait. Néanmoins, des projets existent pour rendre ce voyage concret pour les prochaines années. C'était la ref, allez à plus.